Merci beaucoup, merci de l'invitation. C'est un plaisir de venir à Narbonne, parce que c'est une ville que je pensais connaître. Et puis, on passe à Narbonne souvent, quand on est toulousain. Et puis, on découvre des lieux. Et j'ai pu arriver ce matin pas trop tard, visiter le musée, visiter la cathédrale. Et c'est effectivement absolument sûr que je reviendrai. Merci de cette invitation. C'est également un plaisir de venir parler de l'alimentation. L'alimentation a changé de statut dans nos sociétés modernes. Et c'est en partie à cause des succès de la médecine. La transition épidémiologique qui s'est déroulée dans les 50 dernières années, ce qu'il faut entendre par transition épidémiologique, c'est la transformation des causes de mortalité, le basculement d'une mortalité de type épidémique sur une mortalité sur des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies de dégénérescence. Voilà que l'alimentation bascule dans l'ordre de la prévention, parce que ces maladies-là, elles se préparent tout au long de la vie avec un style de vie. Et donc, l'alimentation au quotidien est quelque chose sur lequel nous préparons les années futures. Et ces maladies, elles ont aussi une particularité, c'est que quand elles sont diagnostiquées, une partie de la prise en charge, eh bien, s'accompagne de conseils nutritionnels. Et donc on voit l'alimentation, bien évidemment, vous attendiez de moi, et je voulais le faire, que je vous parle du plaisir alimentaire, que je vous parle des dimensions culturelles, que je vous parle des dimensions patrimoniales de l'alimentation, des dimensions politiques de l'alimentation. Mais je souhaite commencer par l'importance de la médicalisation de l'alimentation. Parce que le challenge auquel nous sommes confrontés dans les sociétés modernes, eh bien, ça va être d'articuler ces progrès de la médecine, ces conseils nutritionnels, et nous sommes peut-être même à la veille de quelques révolutions scientifiques en matière de nutrition, avec notre art de vivre, avec nos manières de manger, avec ce qui fait société, c'est-à-dire le fait de partager tout au long de la vie des repas simples, familiaux, des repas exceptionnels qui scandent la vie des hommes, et extrêmement importante à titre individuel, mais extrêmement importante également dans la perspective de la santé quotidienne, des conseils qui peuvent nous être donnés et de la façon dont on peut les entendre ou les utiliser. Parce que lorsque le médecin me donne des conseils, je suis en face de lui dans le cabinet, et bien sûr que je comprends et j'ai envie de faire ce qu'il me dit. La seule différence, c'est que quand je rentre à la maison, c'est pas forcément moi qui décide de tout. J'ai une épouse, elle fait bien le cassoulet, et si jamais d'un seul coup je mange plus de cassoulet, elle considère que je refuse le don qu'elle me fait, elle s'inquiète. Je m'amuse. Mais on va essayer de voir, de dénouer tous ces fils qu'il y a derrière l'alimentation, et tous ces enjeux à la fois sanitaires, sociaux, culturels. Alors, je vais m'y prendre en travaillant assez classiquement en 3 étapes. Je vous propose de re-questionner un peu cette question du choix. Parce qu'on a le sentiment qu'on choisit. Alors c'est un peu vrai, mais il y a plein de choses qu'on ne choisit pas beaucoup, qui sont largement surdéterminées. Et je voudrais explorer ça un peu avec vous. Et ensuite, on rentrera, qu'est-ce que manger veut dire du point de vue global, du point de vue d'une perspective socio-anthropologique, pour revenir sur la question de départ, voir comment on pourrait la revisiter. Alors, implicitement, cette question du choix, elle nous laisse penser que nous choisissons ce que nous mangeons. Implicitement, elle-même, c'est une idée qui a longtemps été dominante dans la santé publique, on a pensé que si on donnait les bonnes informations aux gens, eh bien alors ils allaient se comporter comme il faut. Et que c'était parce qu'ils avaient des idées fausses qu'ils se comportaient mal. Et donc le jeu entre mauvaises informations, idées fausses, idées justes, était un jeu assez classique. Alors cette question, on va d'abord la regarder de 5 points de vue. Parce que la manière de poser cette question en termes de choix, elle nous invite à penser le choix
de façon individuelle. Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Le deuxième point, c'est est-ce que nous sommes toujours rationnels quand nous décidons des choses autour de l'alimentation? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être rationnel? Le troisième point, ça va être, mais en fin de compte, est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que je suis stable dans mes décisions? On va voir que peut-être là aussi, dans un cycle de vie, dans une histoire de vie, des choses bougent. Et que peut-être ça peut être de sacrées opportunités d'ailleurs, si je veux changer quelque chose. Et puis, on va se poser une question. La santé publique nous donne des conseils, et elle a raison. Et on a vu à quel point c'était important. Mais en même temps, la science avance. En même temps, les connaissances bougent. Et donc, on va voir que cette question de qu'est-ce qui est important et comment je reçois ces informations. Et puis, je terminerai avec les conséquences des choix. Or, le problème de l'alimentation, c'est qu'il y a des conséquences sanitaires, mais il y a toute une série d'autres conséquences qui sont en concurrence avec les conséquences sanitaires. Allons-y. Manger est un acte individuel. Eh bien non. Non. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Vous savez que le problème de la retraite, je vois qu'il y en a quelques-uns qui pourraient être à cet âge-là, le premier problème de la retraite, c'est de réapprendre à manger avec son conjoint. Et plus vous êtes urbanisé, plus vous avez l'habitude de manger à midi au boulot, plus vous rapatriez près de 240 repas par an à la maison. Quand vous travaillez, la question c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et quand vous êtes à la retraite, la question c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir et à midi? Ou plus exactement, à midi et ce soir. Et là, alors là, ça devient extrêmement intéressant parce que avec ton cholestérol, tu ne vas pas bouffer encore de la charcuterie. Mais comment emmerder pas avec les histoires? Et maintenant que tu n'as plus de boulot, tu vas pouvoir m'aider à la cuisine. Et le mec qui bosse à la cuisine, arrête pas de me saloper ma cuisine. Et vous voyez les rôles sociaux qui se réorganisent autour de l'alimentation. L'alimentation, déjà, qu'est-ce qu'on mange? C'est une décision qui se négocie. Deuxième question, on va faire les courses. Et là, votre compagne vous dit, achète-moi mes yaourts. Et les siens, hein? C'est des trucs à 0% de machin. Et vous avez intérêt à lui prendre ces yaourts. Ah tiens, vous voyez, je croyais que j'achetais des trucs comme ça. Non, non, il y a plein de décisions en amont de tout ça. Puis arrive la cuisine, je fais la cuisine. Et à nouveau, quand je fais la cuisine, c'est un acte technique. De temps en temps, c'est même chiant. Mais en même temps, de temps en temps, c'est extrêmement agréable. Je fais un cadeau. Hein, je fais mon plat, je te fais plaisir. On me fait plaisir. Et donc, vous voyez, cette décision, et puis, allez, j'en arrive au repas, qui pourrait être l'endroit, et à nouveau, je ne suis pas seul devant mon assiette, de temps en temps, je peux l'être. Il y a des moments dans des étapes de vie où je vais l'être, et où ça suppose toute une série d'apprentissages nouveaux. Donc, on a affaire ici à l'acte alimentaire depuis la décision de ce que je vais manger, plus ou moins planifié, jusqu'au repas lui-même, à une série d'interactions sociales qui peuvent être extrêmement favorables, mais qui peuvent être aussi des interactions perturbantes dans l'acte alimentaire. Des formes de pathologies alimentaires qui ont des dimensions biologiques absolument claires, mais qui ont des effets aggravants par, on pourrait dire, un environnement qui pose problème. Et il y a des moments où j'ai pas envie de manger avec certaines personnes, tu me coupes l'appétit. Et cette question-là, vous voyez comment c'est l'environnement social, le contexte qui va être important. Donc, premier élément. Donc, la décision, c'est pas qu'une décision seule. Et si je vais voir mon médecin qui me dit « Poulain, t'as grossi, il va falloir maigrir un peu », ou alors que j'ai du cholestérol et qui me donne des conseils, j'ai bien envie de le suivre. Et si c'est pas moi qui fais la cuisine, si c'est pas moi qui achète les matières grasses, comment je fais? Et donc ça pose une question un peu plus globale. Et les situations dans lesquelles nous sommes tous sont extrêmement différentes. Selon que je suis un homme ou une femme, selon que je fais la cuisine, selon que je suis en couple ou pas en couple, selon que mon compagnon vit à un autre endroit, etc. Tous ces contextes-là vont définir des contextes d'action différents. Alors,
deuxième élément, je voudrais rentrer dans la rationalité de la décision. La vision classique qu'on a de la rationalité, c'est de dire, je prends une décision en fonction des conséquences de cette décision. Donc ça suppose que je connaisse les conséquences. Mais en matière d'alimentation, les conséquences, elles sont multiples. Je peux avoir des conséquences sur la santé. Je peux avoir des conséquences sur ma ligne. C'est pas tout à fait complètement la même chose. Ça peut être lié, mais c'est pas complètement la même chose. Je peux avoir des conséquences hédoniques. Ça me fait du bien, c'est bon. Je peux avoir des conséquences économiques. C'est pas cher. Ou c'est cher. Je peux avoir des conséquences de type religieuse. C'est sain, c'est pas sain. Là, je ne suis pas au niveau sanitaire, médical. Mais vous voyez que cet horizon de conséquences s'inscrit dans des temporalités qui sont différentes. C'est cher, c'est tout de suite. Je donne les sous. C'est pas bon pour la santé, selon mon âge, c'est peut-être dans 10 ans. Si j'ai du diabète, ça peut être dans 1 heure ou dans 2 heures. Donc il y a des temporalités qui sont différentes. L'esthétique, c'est dans des mois. Alors on peut faire de la bonne science avec ça. C'est-à-dire qu'on peut modéliser ces questions. Il y a une échelle temporelle, il y a une hiérarchisation des horizons, des gens qui vont mettre la santé en premier. Par exemple, on sait que les femmes avec un niveau culturel relativement élevé, moyen élevé, valorisent la santé plus que les hommes, qui, à même cette situation sociale, vont valoriser plutôt l'hédonisme, le plaisir. On peut dire des choses. Mais vous voyez, les leviers d'action, quand on est dans ce modèle, qui est un modèle qu'on adopte assez spontanément, les leviers d'action restent l'information. Information sur les conséquences. On sait, la dernière étude d'épidémiologie montre que information sur les décisions, et on vous aide à construire vos choix. Oui, mais je peux être rationnel autrement. Et il y a une autre forme de rationalité. La rationalité que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle une rationalité en finalité. C'est-à-dire, c'est une rationalité qui prend comme horizon les conséquences de la décision. Mais je peux être rationnel autrement. On appelle ça des rationalités en valeur. C'est-à-dire, je prends une décision non pas, peu importe les conséquences, parce que je respecte un principe, une valeur. Si j'incarne ça dans l'univers politique, un acteur politique peut dire, rationalité en finalité, il faut que je gagne, quel que soit le jeu des alliances. Rationalité en valeur, peu importe le résultat, je ne m'allierai pas avec tel ou tel partenaire. C'est des formes de rationalité. Et si on veut bien inscrire ça dans la temporalité plus longue, quelqu'un qui prend la décision en valeur peut se retrouver, dans l'exemple que je viens de choisir, un mandat après, avec un supplément de crédibilité, et on voit comment peuvent se coupler la rationalité en finalité et la rationalité en valeur. Alors, venons-en à la nourriture. À la nourriture, mon meilleur copain qui me dit on va boire un coup, quand je commence à boire un coup, le coup est important, mais il y a quelque chose qui est bien plus important, qui est le fait d'accepter l'invitation qui m'est faite. Et je me rappelle, moi, d'un bon copain qui était cuisinier, que je visite un matin, à 10h du matin, il était tellement content de me voir, il sort du champagne, je dis du champagne, il est à 10h du matin, il me dit, qu'est-ce que ça, t'es malade, tu veux que j'appelle le docteur? Donc vous voyez la blague, mais on voit bien comment on se situe dans l'ordre des valeurs. Et dans cet ordre des valeurs, un certain nombre de nos choix d'aliments s'inscrivent dans ces choix-là. Le lièvre en chape de salle de ma grand-mère, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ici, c'est une sorte de lièvre à la royale, version paysanne qu'on fait en Limousin, ça a quelque chose. Y compris, c'est-à-dire, je vous invite et je vous fais le lièvre en chape de salle, c'est quelque chose, j'aimerais que vous l'appréciez. Vous voyez qu'on se situe dans un autre univers. Un autre univers. Et il y a des aliments qui vont incarner des valeurs.
Alors le lait c'est bon, en tout cas c'était bon jusqu'à un passé récent. Il y en a quelques-uns qui disent peut-être que le lait... Mais les aliments portent des valeurs, le vin porte des valeurs, ou apporter des valeurs. Et donc je choisis, pas seulement pour de l'alcool, je pourrais boire de la bière, je pourrais boire de l'agnole. Mais le vin c'est quelque chose qui s'inscrit dans une culture. Voilà, et donc je me retrouve ici avec des décisions. Et la question c'est pourquoi des valeurs sont respectables. Alors cette deuxième question, elle est intéressante parce qu'il y a des valeurs qui sont respectables parce qu'elles sont dans la tradition. Il y a des valeurs qui sont respectables parce que, et là c'est quelque chose qui est très intéressant à voir, parce que la science nous dit que ça pourrait ressembler à la rationalité de tout à l'heure, non. Tout à l'heure, la rationalité en finalité, elle suppose qu'on comprenne les raisons par lesquelles les choses agissent. Alors que le médecin, des fois, il n'a pas besoin de m'expliquer pourquoi. Le prestige qu'est le sien, le médecin ou la nutritionniste ou la diététicienne, ce qu'elle représente en termes de rationalité, elle représente les valeurs des connaissances scientifiques. Et des fois, on s'escrime à vouloir expliquer à quelqu'un comment un probiotique fonctionne. Vous expliquez un quart d'heure après que personne n'a rien compris. Hein. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez étonnant. Vous allez... c'est dans le cadre d'une recherche comme ça. Et donc, il y a un médecin qui vient visiter un autre médecin, un visiteur médical, et qui lui présente des travaux sur des probiotiques à base de lait. Et le médecin dit, il fait tout ça, c'est intéressant, il regarde, hein, bac plus 17, hein, il comprend bien les trucs, voilà. Puis après, on passe à autre chose, et discussion. Petit à petit, ce qu'il vient d'entendre s'efface, et il se met à parler du produit, non plus sur sa fonction de probiotique, mais sur la fonction de transit intestinal, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui lui a été. Mais la catégorie de yaourt ou de produits laitiers fermentés, il y a un effet sur... Elle est tellement importante que même le médecin se laisse embarquer dans ce discours-là. Donc c'est pour vous expliquer que cette question-là des valeurs de la science, de la représentation de la science, est quelque chose qui peut être une valeur en tant que telle, pas seulement un élément rationnel. Et puis, une valeur peut être quelque chose qui est légitimé par un label, par quelque chose qui vient certifier la qualité du produit, sans qu'on ait à l'expliquer. Rationalité en finalité, rationalité en valeur. Oui. Mais je ne raisonne pas toujours quand je mange. Et je ne raisonne pas du tout quand j'achète. Pas toujours. Il m'arrive d'aller faire les courses le samedi à Casino. Et là, j'ai mon caddie. Et à Casino, je vais chercher mon café. Moi, je bois du café L'Or. Et le café L'Or, il est à un endroit particulier chez Casino. Je sais où il est. Et quand ils me le déplacent, ils ont foutu le café. Vous allez dans le même casino que moi. Et quand je vais chez Mammouth, il est ailleurs, et je le sais. Parce qu'en réalité, la manière dont nous faisons nos courses s'organise autour d'une série de routines. Et les routines, c'est quoi? Imaginez que si je devais, chaque fois que j'achète tout, la farine, le café, le machin, alors de temps en temps, je regarde, il y a une promotion, j'en profite. Et je ne suis pas là tout le temps, en permanence, en train de calculer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? J'ai installé des routines, et ces routines, c'est quoi? Une routine, c'est la cristallisation d'une forme de rationalité, soit en finalité, soit en valeur. C'est mon café. Et ce bon café, je l'ai bien, à un moment donné, décidé. Je l'ai comparé, j'en ai pris un autre, celui-là, je l'ai plu, il m'a plu, etc. Très souvent, d'ailleurs, le café, il a été discuté dans la famille. C'est celui-là qu'on veut. Maintenant, c'est notre café. Et si jamais vous rentrez avec un café qui est mal même, il ne faut pas acheter ce café. Et il faut donner les explications. Donc on voit que
toute une série de décisions alimentaires, là j'ai pris l'exemple des achats, sont des décisions en routine. Et donc si je veux pouvoir vous donner des conseils, il faut qu'on ait conscience de ces routines, qu'on puisse les reconstruire ou les déconstruire. Sinon je vais continuer. Et des routines, mon Dieu, il y en a. Un repas, c'est une routine. Mon père, 95 ans, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'on mange pour lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui, qu'est-ce qu'on mange? C'est qu'est-ce qu'il y a comme entrée? Qu'est-ce qu'il y a comme plat? C'est quoi la salade? Et c'est quoi le dessert? S'il venait à l'esprit de ma mère d'imaginer de ne pas faire d'entrée, sans méchanceté, mais il dirait, mais comment ça, il n'y a pas d'entrée aujourd'hui? Et ma mère, quand on a beaucoup mangé à Noël, des choses comme ça, elle dit, demain, on va manger léger. Un peu de soupe, un peu de jambon, un peu de pâte, un peu de salade, un peu de fromage, un peu de dessert. Parce qu'elle ne sait pas penser autrement que dans la structure de menu. Et la structure de menu, c'est une routine. En réalité, notre manière de raisonner s'opère à l'intérieur de scénarios culturellement prédéfinis. J'ai un très bon collègue américain qui a étudié les repas du soir des Américains à New York. Et alors, c'est intéressant parce que quand on regarde, on dirait les Américains, ils bouffent n'importe quoi, etc. En réalité, il y a 7 ou 8 grands scénarios. Il y a le scénario pizza, il y en a un qui récupère la pizza, ramène à la maison en revenant, etc. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, le choix, il ne porte pas tellement sur les produits, mais sur un élément d'ensemble, une forme de menu. Un scénario est souvent quelque chose qui intègre autre chose que le menu par lui-même. Les logiques d'achat en amont. Ah, c'est quand même drôlement intéressant parce que ça nous amène à voir que si je veux changer quelque chose, si je veux donner du conseil, je peux donner du conseil. Il faudrait manger moins de gras ou plus de légumes. Mais enfin, il faut que je puisse le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre dans ce qui est ma vraie vie concrète, il faut que je comprenne ces contextes dans lesquels les décisions s'opèrent. Le troisième point, c'est la stabilité des individus. On a le sentiment qu'on est toujours le même. En fin de compte, on change beaucoup dans la vie. On change beaucoup, et notamment on change à travers les cycles de vie. Alors, le cycle de vie, c'est... si j'apprends à manger dans une famille, dans cette famille, je reçois des habitudes, on a un style alimentaire, je deviens un adolescent, je prends quelques libertés avec tout ça, je suis passé par l'école, mes pères m'ont influencé, j'ai jeté les petits Suisses au plafond, bon, ça a fait la bataille avec les petits pois. Je suis adolescent, je prends un peu des distances, puis je me construis mon registre un peu à moi. On va revenir à ça là-dessus après. Mais je rencontre une compagne, et la rencontre d'une compagne, c'est deux mondes alimentaires qui se rencontrent. Deux habitudes, deux univers, et on va négocier ce qu'on mange ensemble. Et on va s'influencer mutuellement. Puis arrive le premier gamin. Alors là, c'est extraordinaire, on fait des trucs bio, des trucs purés. Puis au bout de 6 mois, on en a marre, on n'en peut plus, hein, on achète des trucs chez Blédina ou des petits pots. Ou alors au deuxième, je ne vous raconte pas, au troisième, etc. Parce qu'il y a la pression des contraintes, etc. Puis certains divorcent. À nouveau, on apprend à bouffer tout seul. Puis on ne reste pas longtemps tout seul. Alors il y a des nouveaux qui arrivent. Et on réapprend à manger. Puis la retraite, je disais, 240 repas qui changent. Et puis la santé. Et il ne faut plus manger ça. Et puis, des fois, il y en a un qui meurt. Il faut se réorganiser. Si je suis un homme ou une femme, c'est pas la même chose. Je sais faire la cuisine ou pas. Et je dois réapprendre toute une série de choses. Et je rentre en institution. Et je dois en apprendre des choses. À nouveau. Tout au long de la vie. Et donc c'est assez intéressant de voir à la fois une espèce de stabilité dans les goûts qui fait qu'on reste, il y a un certain nombre d'éléments qui restent
et qui font ce que nous sommes, mais il y a toute une série d'événements dans la vie qui modifient, transforment notre manière de manger. Et que ces moments de changement sont de formidables opportunités pour reconfigurer, de façon peut-être plus intéressante, ces manières de manger, ces habitudes alimentaires. Alors, nous travaillons beaucoup sur l'amont, le cycle de vie. Classiquement, dans ma discipline, on regarde démarrer le jeune adulte, et on s'intéresse beaucoup aux apprentissages des enfants et à la façon dont les jeunes adultes apprennent à manger. Il y a un moment absolument extraordinaire qui est la première année d'université, ou la première année où un enfant quitte le foyer et s'installe et va devoir organiser son alimentation. Ces moments, et puis ce qui est absolument passionnant, on est dans des populations qui vieillissent. Je dis très souvent à mes étudiants, attention, on va bosser sérieusement là-dessus, parce que quand je serai à la maison de retraite, ce que vous aurez fait, si vous avez fait avancer les choses, je pourrais en profiter. Parce que je parlais des progrès de la médecine, ils sont absolument étonnants. Dans les 10 dernières années qui se sont écoulées, on a gagné 3 mois d'espérance de vie par an. Sauf que si c'est pour les passer sur un lit à se chier dessus, excusez-moi, ça a peu d'intérêt. Mais si c'est pour les passer en relative bonne santé, alors là c'est intéressant. Et un de nos enjeux, c'est de gagner de la qualité de vie dans les dernières années de vie. Et là, l'alimentation a un rôle. Elle a un rôle avant, elle a un rôle pendant. Et cette question, il faut que nous la prenions au sérieux. Les cycles de vie, oui, permettez-moi également, le cycle de vie classique nous amène à avoir une vision un peu classique de la famille. Les remariages, les recompositions doivent être intégrés dans cette situation. Hein. C'est des caractéristiques des sociétés modernes. Mais je voudrais prendre 2 minutes pour parler de l'alimentation des enfants et des jeunes enfants, et d'un moment particulier qui est la néophobie. Lorsqu'un enfant vient de naître, il boit du lait, c'est-à-dire qu'un seul aliment lui permet de se nourrir. Puis on va rentrer dans la diversité alimentaire, et là il y a une phase qui arrive qui est très étonnante. Les gamins mangent n'importe quoi, ils ouvrent le bec, et là on en fout. Et on en fout. Puis, au bout d'un certain temps, ils commencent à refuser les trucs. Alors la première phase, ils sont géniaux. Quand c'est le premier, on dit « Ah, le mien, il est vraiment super. » Pas comme celui de ma sœur, il n'arrête pas de nous emmerder, mais celui de la sœur, il est juste un peu plus vieux. Et il est passé dans une phase de néophobie. Elles sont normales, ces phases, parce qu'elles participent à la construction de la personnalité de l'enfant. Qu'est-ce qui se joue? Il se joue l'expression de son identité. Non. À tel point que, par exemple, on va accepter qu'il n'aime pas le fromage et maman va faire le gratin avec un morceau sans fromage pour lui. 5 heures après, il bouffe du fromage. Hein. Et le fait que le gratin ne soit pas avec du fromage, wow, c'est pour lui. Il a sa place, il est respecté. Et cette question-là, vous voyez, le registre, c'est pas d'une clarté fine, mais on a une phase de néophobie dans laquelle le registre alimentaire se resserre, et à ce moment-là, les gamins ils bouffent du steak haché, du flambi et de la purée. Alors il faut, bien sûr, ici, mais en même temps, il ne faut pas s'affoler de ça. Hein? On est dans une phase pour laquelle il faut essayer d'élargir, mais ça va se faire. Ça va se faire. C'est plus ou moins long, plus ou moins. Et puis ensuite, eh bien, ça remonte. Et le gamin s'est construit son registre alimentaire pour lui, qui est un peu différent hein, de celui de la famille. Il y a des goûts, il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas. Et à travers j'aime pas ou j'aime pas, il y a très probablement des choses qu'on découvrira quand l'épigénétique, la nutrigénétique se développeront mieux. On verra qu'il y a très probablement des sous-bassements biologiques derrière ça. Mais il y a aussi des dimensions psychologiques. Se faire reconnaître. Et puis il y a les cycles de fin de vie. Beaucoup de choses sont intéressantes. Beaucoup de choses sont intéressantes parce que on a fait des progrès.
on essaye de réfléchir à l'autonomie. Comment rester le plus longtemps possible à la maison? Mais faire la cuisine, faire les achats, c'est à la fois une activité technique et c'est une activité qui vous maintient les capacités cognitives en place. J'allume le gaz, je ferme le gaz, je me rappelle que pour faire des crêpes, il faut 4 cuillères de farine, 3 œufs, une cuillère de sucre, 2 bols de lait ou 2 verres de lait. Je me rappelle de tout ça. Et ma cervelle, elle fonctionne, elle marche. Je descends acheter le pain et là, je compte mes sous, je donne. La boulangère me dit bonjour, merci. J'ai des échanges. Et autour de l'alimentation, et donc, on a à un moment envisagé de faire du portage à domicile, ce qui est un progrès formidable, bien sûr. J'ai les choses qui arrivent à domicile. Sauf que le portage à domicile accélère aussi le déclin cognitif. Parce que j'ai plus à faire. Et très probablement, il faut qu'on réfléchisse à cette phase intermédiaire entre je ne peux plus tout à fait faire et le portage complet à domicile. C'est-à-dire si je peux encore faire la cuisine, si je peux encore faire un certain nombre de choses, il y a tout un nuancier entre faire ses courses et avoir le repas livré. Parce que la nourriture, c'est plus que ça. Et quand je suis à la maison de retraite, que je garde les madeleines pour les donner à cette dame qui me faisait le ménage, qui vient me voir et me rendre visite, oh grand Dieu, ces madeleines, elles sont importantes. Parce qu'elles sont dans des logiques de don, de contre-don. Et donc, ça peut paraître anecdotique, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur ces dimensions importantes de l'autonomie, dans l'expression, d'abord dans le maintien de l'autonomie. C'est quelque chose qui est important. Et donc, on a fait, sur le portage à domicile, des choses extrêmement intéressantes, mais on est au milieu du gué, il y a beaucoup de choses à améliorer pour rendre le portage à domicile plus nuancé et permettre d'allonger la phase de maintien à domicile en accentuant les capacités cognitives, en les maintenant plus longtemps. Faire la cuisine, c'est une formidable activité. Mais ça doit peut-être s'apprendre. Si je suis un homme et que je n'ai pas eu l'occasion, peut-être que c'est intéressant d'apprendre à 70 ans, lorsque ma compagne est décédée et que je suis veuf, un certain nombre de choses. Très concret. À nouveau, plein d'étapes dans le cycle de vie. Que d'apprentissage. Et je suis persuadé que vous avez accompagné des parents dans ces périodes-là. Rentrer en institution, rentrer à l'EHPAD, aller de l'EHPAD à un autre type d'institution et à chaque fois de nouveaux apprentissages. La qualité des informations. Je vais en prendre un peu de recul. On est aux États-Unis en 1930 et vous avez le ministère de la Santé qui fait une campagne de communication en direction des... On est en période de crise, en direction des ménages les plus pauvres. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, c'est pas la peine de manger des fruits et des légumes, de dépenser de l'argent à acheter des fruits et des légumes, parce que ça contient que de l'eau et de la cellulose non digestive. Et ils leur disent, un deuxième conseil, achetez plutôt, choisissez plutôt les bas morceaux de viande, parce que ça contient plus d'énergie. La vision qui prévaut derrière ça, c'est la vision d'une nutrition énergétique. En 1930, on vient quand même de découvrir ce que sont les vitamines, et dans les revues scientifiques, des chercheurs de pointe ont fait des articles et montré, mais dans les agences, au ministère, on est sur une conception des années qui précèdent. 10 ans après, on se dit, heureusement qu'ils ne nous ont pas écoutés. Vous voyez le décalage, je prends un décalage. Harvey Levenstein, que je vous fais voir, qui est un collègue canadien, voilà, vous avez une caricature, il restait encore des caricaturistes à l'époque, une caricature, excusez-moi, c'est une mémoire, très bien intentionnée, une caricature d'un caricaturiste de l'époque, aux États-Unis, où il y a des commissions qui se réunissent pour savoir
à quel niveau énergétique jusqu'à quel niveau on peut descendre. Alors, c'est pas du tout idiot ça, hein, mais ça montre l'état des connaissances à un moment donné. Or, la nutrition est un des champs scientifiques dans lequel les choses avancent vite. Et comme c'est un des champs scientifiques qui est un des plus complexes, parce qu'il mélange la biologie, la biochimie, la psychologie, la sociologie, eh bien, vous voyez, on était en 2010. Il y a un congrès à Paris, et Harvey Levenstein est invité. Et il raconte son histoire, parce qu'il a écrit un livre où il prend les recommandations du ministère de la Santé des États-Unis et il les compare avec la connaissance nutritionnelle qu'on a acquise 10 ans plus tard. Et là, on est stupéfait. Ce qu'on a pris 10 ans après amène à relativiser le message. Et là, dans la salle, il y a les meilleurs nutritionnistes de France. Et je me rappelle d'un qui dit à Levenstein, quand même, Harvey, on a fait sacrément des progrès. Et la réponse qu'il fait, c'est oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et il se pourrait que nous soyons au début d'une très grande avancée scientifique en matière de nutrition, qui va très probablement beaucoup changer la donne. Alors ça ne veut pas dire que ce qu'on nous raconte n'est pas bon, mais vous allez voir comment ça pourrait changer les choses. Première chose, c'est la montée en charge de la nutrigénétique. C'est-à-dire l'influence de ce qu'ont mangé le papa de mon papa, de ma maman, etc., les générations qui nous ont précédés, sur le portefeuille de gènes avec lequel le hasard, Dieu, ce que vous voulez, a joué pour faire mon code génétique, eh bien ce portefeuille a été influencé par l'histoire alimentaire. Et là, on est en train de commencer à mettre en évidence que certains cancers pourraient être liés à certains phénomènes de sélection génétique et que l'alimentation aurait pu avoir une influence non pas à notre échelle, mais à des échelles qui remontent très loin. Premier niveau. Deuxième niveau, l'épigénétique. C'est probablement la plus fantastique révolution scientifique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, on sait ce qu'est le code génétique. Eh bien, l'épigénétique, c'est quelque chose qui se rajoute. Imaginez, pour faire simple, qu'on mettrait sur chaque gène un petit interrupteur on-off, comme vous l'avez pour allumer la lumière ou éteindre la lumière. Et que ce que maman a mangé quand elle vous attendait, les émotions que maman a pu avoir, pourraient avoir un effet d'allumage ou de fermeture de l'expression de certains gènes. Où on va? Vous vous rappelez? Moi, je me rappelle d'une très belle interview de ce violoniste qui s'appelait Yehudi Menuhin. Et c'est Jacques Chancel qui l'interviewait et qui lui dit à quel moment faut-il commencer l'éducation musicale des enfants? Et Menuhin s'amuse et il lui dit 9 mois avant la naissance de la mère. C'est quelque chose qu'on connaît tous, on a bien le sentiment que l'influence... Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer qu'on a des données empiriques sur quelque chose qui était une hypothèse, une intuition. C'est-à-dire qu'on commence à voir, à travers l'épigénétique, des marques que l'on peut regarder et qui ont des effets sur l'expression des gènes. Et ces marques, elles sont faites par quoi? Par des phénomènes alimentaires, entre autres. Wow. Peut-être que le coup d'après, c'est qu'on va apprendre à désinscrire ou inscrire. Et là, vous voyez des perspectives thérapeutiques absolument incroyables. Troisième niveau, c'est la nutrigénomique. C'est-à-dire ce que je mange dans ma vie, là, beaucoup d'alcool ou pas beaucoup d'alcool, beaucoup de piment ou pas beaucoup de piment, du café en quantité ou pas beaucoup de café, pourrait avoir des effets sur l'expression des gènes. On ne change pas le code génétique, mais l'expression des gènes pourrait être différente et pourrait évoluer. Alors, vers quoi ça va? Ça n'empêche pas qu'il faudra continuer à manger des fruits et des légumes, des choses comme ça. Ce type de message a du sens. Mais ça va amener à une individualisation plus poussée des messages nutritionnels.
Et de ce point de vue-là, la médicalisation va s'accentuer. Alors, je ne parle pas du tout de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Vous prenez un petit bout de coton, vous mettez un bout de salive, vous obtenez votre code génétique et des conseils nutritionnels. Non, ça c'est un paradigme qui est déjà très largement usé. L'épigénétique, c'est la science de demain. Ceci dit, est-ce que c'est dans 4 ans, est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 20 ans? On m'aurait dit, il y a ne serait-ce que 10 ans. Tu prendras ton petit ordinateur, tu te mettras sur ton lit, et tu rentreras dans la bibliothèque de la New York Public Library. Tu rentreras dans un livre qui existe en un seul exemplaire, tu feras un copier-coller d'une partie, tu le mettras dans ton texte. J'aurais rigolé en éclatant de rire. Eh bien aujourd'hui on le fait. Et je ne suis pas un naïf de la technologie. Mais sur ces questions-là, la vitesse à laquelle les choses avancent, sur le séquençage du génome, sur le séquençage épigénétique, ça va très 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 vite aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de raconter que la nutrition, eh bien, les messages vont évoluer. Qu'un certain nombre d'entre vous, nous avons des facteurs de risque et le médecin aura des raisons supplémentaires de nous dire ça, pour toi, ça pose problème. Et que la vision des horizons, la vision des raisons va changer. Et en même temps, est-ce que lui, il a besoin qu'on réduise le sel? Peut-être pas. Peut-être qu'il n'a pas de facteur de risque et qu'il n'y aura pas de raison d'aller l'embêter avec un certain nombre de contraintes comme celle-là. Mais en même temps, j'ai bien envie de l'inviter à bouffer le cassoulet. Et donc la question de l'arbitrage entre nos contraintes et nos facteurs de risque individuels et le manger ensemble est quelque chose qui va être une question centrale. À ce stade-là, quand je mange, et quand je choisis, quand je décide, en fin de compte, vous voyez une série de catégories qui s'installent dans des contextes particuliers. Allez, j'explique. Je vous invite à la maison pour manger ce soir. On se connaît. Je réfléchis à la façon dont je vais construire le menu. Alors, la dernière fois qu'ils nous ont invités, ils ont mis des petits plats dans le grand, donc je suis obligé de faire pareil. Et donc je vais choisir. Je ne l'invite pas pour manger des protéines de grande qualité. Je l'invite parce que je vais choisir des plats qui ont du sens par rapport à moi. Qui peuvent avoir du sens par rapport à ma famille, du sens politique, du sens militant. Et selon qu'elle mange dans la cuisine ou qu'elle mange dans la salle à manger, selon que j'achète du truc chez Picard ou que je fais moi-même le lièvre en chair de salle, tout ça, ça va avoir une signification. Et puis je vais choisir le vin. Donc je suis dans le registre des manières de table. Les menus, les plats, les vins, les accompagnements. Maintenant, je fais la cuisine. Et j'utilise d'autres catégories pour raisonner. J'ai des ingrédients, j'ai des manières de cuire, j'ai des techniques. Je suis sur un autre registre. Puis je fais mes courses et je vois, waouh, des beaux barbus. Et je voudrais les faire avec une sauce béarnaise. Et là, d'un seul coup, il faut que je sache ce que c'est la sauce béarnaise, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je vais faire des achats en fonction de ça. Et je vais mettre une ratatouille. Mais s'il faut faire la ratatouille, il me faut des oignons, il me faut des courgettes, il me faut des aubergines, il me faut des tomates. Mais il faut que j'ai la recette, il faut que j'ai le registre, sinon je fais des nouilles. Vous voyez le registre sur lequel je joue? Et puis maintenant, je lis un livre de nutrition, je voudrais être beau, alors je me dis, si je faisais 4 kilos de moins, peut-être 5 pour moi, et à la fin je pourrais m'aimer, et je serais nettement plus beau. Et là je regarde le livre et je dis, je vois des acides gras polyinsaturés à pédale rouge, je suis sur d'autres catégories. Alors pourquoi je blague? Mon message il est très simple. C'est que plus je veux parler de nutrition, plus il faut que je parle de ces différents registres. Si je veux pouvoir construire la décision et aider la personne, c'est comment ça marche dans les menus, comment ça marche dans la cuisine, comment ça marche dans les achats, comment ça marche au niveau nutritionnel. Alors, on est confronté dans notre société moderne à des facteurs d'individualisation
mais des facteurs de retour du collectif. Les facteurs d'individualisation, c'est la nutritionnalisation, la médicalisation de l'alimentation. Des facteurs de risque qui vont de plus en plus nous individualiser le rapport à l'alimentation. Mais on a aussi désir de minceur, inégalement partagé selon les sexes, mais les hommes commencent à être passés à la moulinette du désir de mincir, qui à nouveau nous engage dans une relation individuelle à l'alimentation. On peut éventuellement avoir envie de maigrir ensemble, une nouvelle manière de prendre du plaisir, mais c'est quand même un peu nouveau. Et puis vous avez des phénomènes que je ne vais pas approfondir trop fort, mais qui sont des phénomènes qui réinscrivent l'alimentation dans le collectif. C'est l'aliment, c'est quelque chose qui signe un patrimoine. Patrimoine culturel, patrimoine local, et qui installe des liens entre nous et les générations qui nous ont précédés. La recette de ma grand-mère. Mais les recettes d'ici, les recettes visitées, revisitées. L'alimentation, c'est aussi des choix politiques. Des choix politiques qui sont, alors manger français ou pas français, ça peut être des choses qui ressemblent à ça. Mais ça peut être aussi des choix, je soutiens le commerce équitable. Je soutiens un certain nombre de personnes dans un contexte particulier. Et je vois ici comment ma décision d'achat, elle s'inscrit dans des rapports nord-sud, elle s'inscrit dans des choix politiques. Et l'alimentation, ça peut aussi être, et c'est de plus en plus, quelque chose qui s'inscrit dans des problématiques environnementales. Et d'ailleurs, quand je décide de manger quelque chose, eh bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences à l'échelle intergénérationnelle, sur l'environnement. Et dans un contexte dans lequel la population croît, dans lequel la question de nourrir l'humanité se reformate, ces questions-là font retour autour de l'alimentation. Alors à ce stade, je pourrais dire qu'il y a bien une rationalité. Le mangeur décide, mais le mangeur décide dans un ensemble, dans un espace qui est largement surdéterminé, vous avez vu, par une série de facteurs socioculturels, et donc on peut inviter à prendre en compte ces facteurs, et c'est pas complètement étonnant si je vous donne un conseil et que vous ne le suivez pas, si je ne suis pas en mesure de prendre en compte les contextes dans lesquels vous êtes. Alors, le dernier point, ça va aller plus vite après, le dernier point c'est prenons acte que l'environnement social et culturel dans lequel nous sommes bouge beaucoup. Regardez la structure de la société française en quelques années. Vous avez ici, vous voyez en vert, le monde agricole. Et vous voyez comment, en l'espace d'un siècle, le monde agricole est devenu peu de choses, numériquement, extrêmement important, sur d'autres dimensions. Mais et comment vous avez une tertiarisation de la société, c'est-à-dire des gens qui vivent en travaillant dans la ville, sur des emplois de bureau. Mais comment également ces emplois ont changé? Quand on est au sortir de la guerre, vous voyez, dans les années 50, les années 40, l'importance du monde agricole. Le monde agricole mange environ 5 repas l'été, 4 repas l'hiver. Et ça varie en fonction des travaux des champs. Et là, le monde agricole n'a qu'un rêve en tête, que le fils rentre au PTT ou à la préfecture. Les mauvaises saisons, le climat, le truc, alors là, putain, pourvu, qui c'est un vrai boulot, avec la paye qui tombe tous les mois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement intéressant? 8 h le matin, midi, je rentre bouffer à la maison, 2 h, 6 h, 3 repas par jour. Et là, vous avez une organisation du temps de travail et une organisation des repas qui se met autour des 3 repas par jour.
Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a de tout temps, de toute éternité, manger 3 repas par jour. Et on aurait bien tendance d'ailleurs à donner des conseils du style, il faut manger 3 repas par jour. Mais dans l'échelle de l'histoire, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a très peu de choses. Notre ami Jean-Louis Flandrin, qui est un des grands historiens de l'alimentation, montre que au XIIe siècle, à l'époque contemporaine, on a beaucoup plus souvent mangé 4 repas ou 2 repas que 3. Et on peut peut-être en manger 3 ou 4, je ne sais pas. Que ça peut nous amener à réfléchir à ça. Surtout à réfléchir à l'imbrication des temps sociaux et des temps alimentaires. Sauf que qu'est-ce qui se passe dès les années 70? Parce que dans les années 50, il y a les paysans, 4 ou 5 repas. D'ailleurs, quand on parle patois et qu'on veut traduire, que les folkloristes veulent traduire en français le nom des repas, ils sont emmerdés. Parce qu'il y a plus de noms de repas que de repas dans notre vocabulaire français. Alors, votre patois n'est pas le mien, mais le Meijornat, en Limousin, c'est le repas du midi. Il y a aussi le déjeuner, il y a tout un ensemble d'éléments, et vous retrouvez un nombre de repas qui est plus important. Et puis, il y a les commerçants, il y a les artisans. Alors les mecs qui débutent le matin, 5 heures, un café ou un peu de soupe, puis à 10 heures ou à 9 heures, là il y a le casse-croûte. J'en vois qui connaissent. Moi je suis né là-dedans. À 10 heures le casse-croûte. Puis on mange à midi, etc. Et ce beau monde-là va disparaître petit à petit, numériquement. Et globalement, la société va se transformer en une société tertiaire dans laquelle on mange 3 repas par jour. Et on rêve de ça, comme un progrès social. Mais dès 75-80, le mec il travaille en zone industrielle, la fille bosse à la poste en centre-ville, et tout le monde veut la journée continue. Et on fait les cantines, et on fait les tickets restaurants, et le temps de travail se modifie. Et vous voyez comment les temps sociaux, le temps de travail, vont avoir une influence sur l'alimentation. Le contexte démographique. Combien d'enfants par femme? La taille des ménages. On a basculé d'une société, alors chez nous ça a 2-3 générations, mais moi qui travaille en Asie dans des populations qui se modernisent très vite, je prends simplement mes étudiants, et je dis des gamins qui ont 20 ans, combien ton père a de frères et sœurs? 5-6. Ta grand-mère? 17-18. Oh ma grand-mère, je ne sais même plus. Ta grande sœur? 2. Vous voyez comment cette transformation de la structure des ménages va avoir lieu. Et cette transformation de la taille des ménages, on vit quelque chose de particulier en France, c'est qu'il y a de plus en plus de monoménages. Mais une des grandes signatures de la culture française, c'est que même quand les gens sont seuls, quand ils sont jeunes, ils se démerdent pour bouffer avec d'autres. C'est-à-dire que l'alimentation reste quelque chose qu'on aime partager et pour lequel la socialité est importante. Je termine avec cette première partie. Je reviens maintenant, en fin de compte, pour essayer de voir qu'est-ce que manger le client si j'y introduis des dimensions socio-culturelles. Vous voyez, ça, c'est des travaux qui ont été faits grâce à nos collègues de Montpellier, dans lesquels ils analysent les disponibilités alimentaires à l'échelle d'un pays. C'est absolument fascinant. Regardez comment ça fonctionne. Vous voyez, le truc qui est marron, c'est la moyenne des 100 pays occidentaux, les plus développés. Et ce qui est en noir, c'est la moyenne du monde. Regardez le Japon, la quantité de poissons. Regardez le Rwanda, la quantité de légumineuses. Les modèles alimentaires à l'échelle de la planète sont très très différents. Et on arrive à vivre. Alors on peut donner des conseils, on peut améliorer des choses. Deuxième élément, c'est que la société a une influence sur notre manière de manger à différents niveaux. Le genre.
les hommes et les femmes ne mangent pas la même chose, pour des raisons culturelles. Les tripes, ça c'est les trucs de mecs. Ah, il y a quelques femmes qui aiment les tripes, mais statistiquement c'est plus facile. Les religions ont une influence sur la nourriture. Des interdits dans certaines religions, sur certains aliments, des rythmes alimentaires particuliers. Et le catholicisme ou la chrétienté est une des religions qui a le moins d'interdits alimentaires. Ah, il y a bien le poisson, un peu le vendredi, il y aurait le jeûne, le carême. Mais on est ici dans une des religions qui a peu d'influence. Pas trop le temps de m'appesantir là-dessus, mais c'est relativement intéressant parce que vous avez une définition de la pureté qui est plus intellectualisée dans la chrétienté, en tout cas déconnectée de l'alimentation dans la chrétienté. Permettez-moi juste d'ajouter un tout petit exemple sur la retraite ici. Le nombre des jardins augmente et arrive à 50% dans la première phase qui suit la retraite. C'est-à-dire le nombre de gens qui ont un jardin et qui utilisent le jardin. Alors le jardin, bien sûr, il y a une fonction économique. Je fais mes légumes. Il faut acheter certains, il faut acheter les graines, il faut acheter les trucs. Ça pourrait peut-être presque se discuter. Mais c'est une fonction d'activité. Et le jardin, c'est fantastique. Parce que quand j'ai fait des salades, j'en ai plus que je peux en manger. Alors j'en donne aux gamins, j'en donne aux voisins, lesquels voisins me donnent des tomates, me donnent des trucs. Et j'ai ici des raisons de socialisation autour de l'alimentation. Et ce jardin, il est important. Parce que je mange, et parce qu'il m'inscrit dans la société, dans des logiques d'échange et de Mais l'alimentation, elle participe à la construction de nos identités sociales, parce qu'elle est définie culturellement, socialement. Quand nous répétons ce que nous mangeons tous les jours, eh bien, nous entretenons nos identités. Si vous voulez, quand vous partez à l'étranger, ou quand vous amenez un groupe de touristes dans un pays lointain, même si vous mangez bien, au bout de 2 ou 3 jours, vous savez de quoi il parle? Il parle de camembert, il parle de steak frit, et il parle de vin rouge. Ils disent, on mange bien ici, mais quand même un bon steak. Et que vous les preniez, quelle que soit la position sociale. Ils racontent tous la même chose. En réalité, ils n'ont pas besoin de protéines, de lipides, de glucides. On est dans les éléments symboliques. Nous entretenons notre identité sociale en consommant des aliments qui ont du sens. Et on en a besoin. Et à travers l'alimentation, on transmet des valeurs. Parce que les aliments, ce sont des supports de valeurs. Et un gamin, comment il apprend les choses à table? En regardant, sans discours, tu attends qu'on te serve. Et on voit combien ça change aussi. Ce qui était la table quand j'étais gamin, ce qu'elle est aujourd'hui avec mes gamins. On voit comment les valeurs ont pu bouger. Alors on peut le voir de façon négative. On peut dire oui, ça change aussi. Nous ne mettons pas en scène les mêmes valeurs. Mais une table, c'est la mise en scène des valeurs d'une époque. Les formes du partage, les formes de la hiérarchie, les formes des rôles sociaux. Et on transmet à travers la table les valeurs. C'est un des lieux de transmission intergénérationnelle les plus importants. Et puis, manger avec quelqu'un, c'est établir des liens. Regardez, si je vous invite à boire un verre au bistrot, ou si je vous invite à manger, ça n'a pas le même sens. Si je vous invite à manger, il y a plus de proximité. Si je vous invite à boire un verre au bistrot ou à la maison, ça n'a pas le même sens. Si je vous invite à la maison et que je vous reçois sur la terrasse, dans le jardin, ou dans la salle à manger, ou dans la cuisine, tout ça, ça a des éléments de signification. Si je vous invite à aller passer prendre l'apéritif, et je sais que je vais vous inviter si ça se passe bien.
Et qu'à la fin de l'apéritif, je dirais, bah, allez rester à la bonne franquette. Mais c'est faux, j'ai acheté des trucs pour que je puisse vous inviter à manger. Mais si je ne vous invite pas, personne ne sera vexé. On va jouer tout un ensemble de règles sociales, de proxémique sociale, à travers l'alimentation. Là, je voudrais prendre 2-3 minutes. 2. Il est de bon ton, et je pense que moi et que mes collègues et moi, on est un peu responsables de ça, peut-être, de chanter l'importance du repas familial, tralala, tralala. Alors oui, mais le repas familial, ça ne se passe pas toujours bien. De temps en temps, le repas familial, on s'engueule. De temps en temps, on engueule les gamins, parce que ça ne va pas comme il faut. Donc le repas familial, c'est un lieu de régulation sociale, pas seulement un lieu de béatitude. Il y a une anecdote, là, il y a un musée un musée de l'alimentation dans lequel il y a une partie pour les gamins, et les animateurs utilisent des jeux de rôle. Et un des jeux de rôle, ils ont arrêté d'ailleurs, parce qu'ils sont un peu perturbés par les résultats, c'était le repas familial. Et donc ils demandent aux gamins de jouer papa, maman, les enfants, etc. Systématiquement, ça se termine en engueulade. Les gamins qui jouent le rôle du père et de la mère crient sur les autres, etc. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que, oui, le repas, c'est important. C'est très important. Mais pas seulement parce qu'on y est bien, pas seulement parce que la convivialité est positive. De temps en temps, le repas, c'est un lieu de régulation sociale. C'est un lieu où s'imposent les règles, où s'imposent un certain nombre de manières de faire. Alors, le repas, c'est un levier. C'est un levier qui peut être positif et qui peut être négatif. Parce que si j'ai tendance à trop bouffer avec mes copains, et on en reprend, et je t'en reprends, etc. Et là, je vois bien comment la convivialité et le cholestérol, ça ne va pas aller dans le bon sens. Mais si je vais manger avec mon aïeul qui est à la maison de retraite, et que je mange avec lui dans la petite salle à manger qui a été aménagée dans l'EHPAD, il mange mieux. Parce qu'on partage quelque chose. Des émotions, des souvenirs, de l'être ensemble. Et là, il y a des effets d'entraînement positifs. Et donc, on a à réfléchir à la façon dont le repas constitue un levier d'accélération de la prise alimentaire, ou, par moment, un effet de ralentissement. Je suis une jeune anorexique et maman, je ne veux pas la voir quand je bouge, je n'ai pas envie de bouffer. Et encore moins quand elle est là. Parce que cette dimension psychologique vient compliquer. Allez, je termine. De tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux tenir compte de ces informations pour essayer de changer quand c'est nécessaire ou quand j'aurai des informations? Alors, d'abord, je peux changer quoi? La quantité de ce que je consomme, la nature de mes aliments, le mix quantité et qualité. Alors, pour changer, il y a deux grandes stratégies. Vous voyez, il y a une stratégie du changement par la décision, et c'est de là dont on est parti. Et j'essaye de voir comment j'introduis par la rationalité, par les valeurs, en déconstruisant des routines, une nouvelle décision. Mais je peux changer ou faire changer quelqu'un par l'environnement. C'est-à-dire sans peser absolument sur sa décision. Et j'ai donc une deuxième stratégie. Le jour, par exemple, on a un succès formidable. Le jour où on a mis de l'iode dans le sel de cuisine, on a changé des choses. S'il avait fallu dire aux gens, il faut prendre une petite pilule d'iode tous les matins, ça la moitié qu'on aurait oublié. Et donc là, juste en faisant quelque chose de normal, d'habituel, on a pu faire changer quelque chose. Eh bien, cette stratégie du changement par l'environnement, on doit y chercher, essayer de voir comment
je peux changer par ce levier également. Une dernière idée sur laquelle je voudrais porter votre attention, c'est sur l'opportunité du cycle de vie et l'opportunité de ces différents moments dans la vie où je recompose mon alimentation à la faveur de ces différentes étapes. Et donc quand je veux donner du conseil ou quand je veux moi-même changer, ces moments-là sont des moments beaucoup plus faciles pour réorganiser mon rapport à l'alimentation. Je vais en rester là avec cette petite conclusion. Il existe bien un espace de décision et on peut réfléchir à la façon de choisir, mais il faut prendre en compte le fait que les mangeurs sont surdéterminés, que les contextes sociaux se transforment, que les mangeurs changent au cours de la vie, que les décisions alimentaires s'opèrent dans le cadre d'interactions sociales, que les repas sont des repas contextualisés, socialement contextualisés. Autant d'éléments qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir conduire une stratégie de changement des habitudes alimentaires. Merci de votre attention. Donc c'est le moment tant attendu des questions. La première est la plus difficile. On peut passer à la seconde. On peut passer directement à la seconde. J'ai oublié de vous préciser, mais vous l'avez bien vu, que cette conférence a été filmée et qu'elle sera disponible sur le site de la mairie prochainement. Vous pourrez revisionner tous ces éléments avec les PowerPoint. Qui souhaite débuter, madame? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par nutrition de qualité, sachant que tout est à base de pesticides, antibiotiques. On est probablement à la charnière de mondes qui ont été pertinents, probablement, il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, petit à petit, s'est mis en place, à l'échelle de la planète, une répartition des rôles dans la production alimentaire. Et un système de production mondialisé s'est mis en place. Ce système mondialisé fait que encore, pour avoir des bateaux qui sont sur la côte du Chili, qui pêchent des poissons, qui amènent ces poissons en Chine, les faire désarrêter, que ces filets de poissons reviennent en Europe dans des usines pour être transformés en pâte cuisinée ou en poisson pané, et que nous les mangeons ici. Ce modèle-là est très très loin de ce que nous avons connu il y a 40 ans. Les pêcheurs, l'anglais, ce modèle reposait sur un contexte peu particulier. D'abord, un différentiel de main-d'œuvre entre les pays où on transformait, les pays où on produisait et les pays où on consommait. Formidable différentiel, formidable au sens très important. Deuxième élément, des coûts d'énergie pour déplacer le produit qui était très bas. Troisième élément, pendant longtemps, on n'a pas pris en compte l'influence sur l'environnement de tels choix. Et donc, quand on était dans ce type d'analyse, quand on ne prend pas en compte, quand on externalise les contraintes environnementales, quand on a les différentiels de coûts de main-d'œuvre qui sont très importants, quand le coût de l'énergie est très bas, eh bien c'était intéressant. Économiquement, je ne sais pas après, c'est une question qui est très précise, mais économiquement c'était intéressant. Moi je me souviens il y a quelques années, un de mes collègues anglais qui arrivait avec le menu de la cantine de ses gamins. Et on part du menu, et il avait fait le travail simple qui était d'aller voir les vendants en demandant d'où vient le poulet, d'où viennent les pommes, d'où viennent les trucs. Et là, on était absolument fascinés.
parce qu'il y avait des poulets qui venaient du Brésil, il y avait des pommes qui avaient traversé toute l'Afrique du Sud, et là, on se dit, absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors, il y a un vaste mouvement, aujourd'hui, de relocalisation de l'alimentation. Ce vaste mouvement a lieu dans deux grands univers. L'univers alternatif, des gens qui militent, qui contre l'agriculture industrielle, l'industrialisation de l'alimentation, qui sont des héritiers avec des José Bové, une posture militante, des systèmes agroalimentaires localisés. Là, cette première veine. Il y a une deuxième veine qui participe à la relocalisation et qui n'est absolument pas de cette veine-là, du même univers. C'est que les grands industriels qui ont eux-mêmes organisé cette mondialisation, aujourd'hui pour des raisons qui sont d'une autre nature, qui sont la montée du coût de l'énergie, et vous voyez qu'il est en train de se passer quelque chose de très curieux en ce moment, c'est que l'énergie elle est en train de chuter. Alors je vais y revenir tout à l'heure. Mais la montée du coût de l'énergie, et surtout, ce qui est important, c'est la prise de conscience de l'impact environnemental. Et lorsqu'on a commencé à réfléchir en termes d'impact carbone et sur l'environnement, le choix alimentaire, petit à petit on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de choix qu'il fallait peut-être revisiter. Et qu'il fallait revisiter parce que ça a des conséquences pour nous, peut-être sanitaires, mais que ça pouvait avoir des conséquences aussi pour les générations qui viennent, sur l'influence, à travers l'influence que ça a sur l'environnement. Et vous voyez combien la question de la problématique du climat a été un déclencheur de cette prise de conscience. Alors, votre question elle est beaucoup plus précise. Elle dit on pouvait ça pris dans la nourriture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que. Oui, peut-être. Enfin, l'agriculture qu'on critique aujourd'hui, sans en faire le défenseur, elle a permis à la France de bouger à sa fin dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une espèce de pacte entre l'agriculture et la société française pour sortir de la guerre qui est de nourrir la nation. Et de façon assez étonnante, je vais défendre ici 2 minutes quelques choix positifs qui ont été faits à cette époque, qui est d'investir en recherche massivement à travers l'INRA pour soutenir l'agriculture en France. C'est des choix qu'on n'a pas fait dans nos pays. Et on a eu dans les années 70 une France qui nourrit la population française et qui exporte autant d'aliments en Europe. C'est-à-dire qu'on produit 2 fois plus de nourriture qu'on a besoin de manger. Ah, donc ça remonte de l'argent à la société française aussi. Donc, quel est le challenge on bascule dans un challenge qui est de sortir de cette perspective productiviste pour rentrer dans une perspective de plus grande qualité, au sens où vous la définissez. C'est-à-dire qui réduise les intrants, qui réduise un certain nombre d'utilisations des pesticides. Et c'est un challenge. Et vous avez, dans les gens qui militent pour ça, une palette d'attitudes différentes. Vous avez des gens qui sont des gens dans une posture plus radicale, qui militent pour une agriculture plus dynamique, pour une agriculture qui est de façon avec une histoire de ces mouvements, une histoire longue, et qui disent c'est le moment maintenant. Vous avez des gens qui sont plutôt conformistes, et qui disent on garde la philosophie habituelle de l'agriculture, mais on réduit, on fait moins, etc. Et puis vous avez ceux qui militent pour les biotechnologies à outrance, et qui disent la solution, c'est d'utiliser la science moderne avec les OGM, avec tout. Et là, on voit bien comment cette question devient une question politique. Elle devient une question, moi je ne sais pas si l'OGM c'est bon ou c'est pas bon. Et ce que je sais en tant que sociologue, c'est que les Français n'en veulent pas. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? On est dans une situation très intéressante parce que la science n'est pas en mesure de nous dire oui ou non, et donc il faut prendre une décision là-dessus qui soit une décision politique. Cette décision politique,
aucun lâcher prise. C'est comme on va voir de l'utilisation. Et si je regarde la carte du monde, je m'aperçois qu'il y a la moitié du monde qui produit des OGM et que la moitié du monde qui n'en produit pas. Et les dernières nouvelles que j'ai entendues des analyses, elles ne sont pas bonnes. Et je suis content de vu qu'ils soient qu'on n'utilise pas des OGM. Et le marché du maïs avec les autres maïs OGM produits aux États-Unis, les prix vont chuter et on va se retrouver dans une situation. Alors, la réforme du maïs français, on va le faire, je le ferai, il faut le faire. Mais voilà, j'essaie de remplacer dans une perspective globale cette question de la qualité. Vous avez raison, elle est extrêmement importante. Un des challenges, c'est effectivement de réduire les intrants chimiques, d'améliorer leur utilisation pour avoir une nourriture de grande qualité. Et cette question est une question qui a. On ne peut pas. Je vais vous faire un aveu, je vais faire un commitment. Dans les années 68, moi j'ai participé à planter les poireaux sur le Larzac. Le Larzac qui est en Corrèze, et c'est la même chose. J'ai un excellent souvenir de cette période forte, romantique et fabuleusement intéressante. Pourtant, je ne suis plus tout à fait complètement là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que ça peut être la cohabitation de filières localisées fortement de qualité, etc., doit cohabiter avec un système agroalimentaire de grande taille réformé. Et réformé, ça veut dire améliorer. Voilà, quelques éléments de réponse. Je suis pas ministre de l'Agriculture et je vous donne quelques éléments de réaction. Juste pour pas seulement être pessimiste uniquement sur le mode de on bouge de la mer. Vous voulez peut-être réagir? Non. Ma question va concerner l'information des consommateurs. Vous avez vu à travers votre exposé que l'information, l'éducation des consommateurs, c'est important. Et aujourd'hui, les autorités de santé ont la raison des projets pour améliorer l'information des consommateurs en mettant sur les produits un système de couleurs qui consistera à montrer les produits qui sont les plus favorables pour la santé et les produits moins favorables qu'il faut limiter. Les Anglais ont fait ça, ils ont en couleur, du rouge, du jaune, du vert, on imagine facilement comment ça se répartit. Chez nous, on va faire peut-être 5 couleurs. Moi, je me disais que c'était finalement un bon système pour que les consommateurs, mais en écoutant l'exposé, avec tous les déterminants, sur les déterminants, environnement, choix, culture, etc., ça m'a rendu plus bête. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de ces projets qui ont été sortis. Je vous remercie de votre question. Je suis personnellement perplexe, vous avez fait la réponse. Je suis personnellement perplexe. Ces systèmes, vous voyez, c'est des feux rouges qui vous donneraient des produits qui sont bons, mauvais. Si on utilise, vous allez voir, tous les produits traditionnels que je vous retrouve. Tout paradoxal. Car bien, c'est bon, je peux tout mettre. Et toute la bonne bouffe, Madame M, va être pas bonne. Et pourquoi je suis un peu méfiant? Alors, parce que, en fin de compte, ça repose sur une illusion. Une illusion que vous choisissez un aliment uniquement à partir de ses dimensions. En réalité, je ne suis pas tellement liquide, je vais vous dire pourquoi. Parce que personne ne va l'avoir. C'est que l'information nutritionnelle sur les emballages est utilisée par 15% de la population. Et par contre, c'est absolument nécessaire que ça y soit. Parce que si j'ai envie d'aller le voir, il faut que ça y soit. Puis ça contraint l'industriel d'une certaine façon, à s'engager sur un contenu. Mais l'inquiétude, elle vient sur notre endroit. Quels sont les pays qui ont utilisé ça et qui militent le plus pour utiliser ça? C'est nos amis anglais. Quand on regarde
les évidences scientifiques sur lesquelles on pourrait éventuellement appuyer, argumenter la mise en œuvre de cette politique publique, et on est là, on se dit, mais où ils sont? Est-ce que c'est leur résultat en matière de lutte contre l'obésité? Ils sont les numéro 1 en Europe. On a envie de les suivre. La nutritionnalisation en France, là je t'explique. La nutritionnalisation, c'est de réduire le choix alimentaire à sa dimension individuelle et nutritionnelle, oubliant les dimensions culturelles sur lesquelles je viens d'essayer de mettre l'accent. La nutritionnalisation en France, c'est ce qui s'est produit aux États-Unis. C'est-à-dire, on désocialise l'alimentation, on est dans le face à face avec l'aliment, et l'horizon, c'est les troubles du comportement. Vous pourriez me dire, sortent les évidences scientifiques, et je crois qu'on en aurait presque autant de faisceaux de preuves que de l'autre côté. Je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'il peut y avoir des effets contre-productifs dans la surnutritionnalisation de l'alimentation. Vous voyez bien la nuance, on est sur le fil du rasoir. Parce que j'ai démarré et j'ai souhaité le faire en disant il y a des progrès scientifiques et le changement de statut de l'alimentation, c'est l'alimentation et le levier dans lequel nous allons gagner nos qualités de vie et nous allons affronter, ralentir, retarder les maladies chroniques. Oui, c'est absolument essentiel d'avoir, de profiter des connaissances scientifiques de la nutrition. Oui. Mais ce que j'appelle la nutritionnalisation, c'est réduire notre rapport à l'alimentation à cette dimension. Il faut l'intégrer, la dimension nutritionnelle, dans les dimensions sociales, culturelles, politiques. Oui, madame, il faut lutter pour qu'on ait une meilleure agriculture. Oui. Mais tout ça, c'est pas dans ça. Tout ça, c'est pas dans ça. Et voilà pourquoi vous avez quasiment fait la réponse en disant, je me demande si, ce qu'on me demande dans la vie au Conseil national de l'alimentation, c'est celui que je donne, c'est de dire où sont. Faisons attention à ce qu'il n'y ait pas d'effet contre-productif. Il faut qu'on soit attentif. L'obésité monte en France chez les adultes, il faut qu'on soit attentif. On peut aussi se poser la question pour quelles raisons nous sommes le pays d'Europe dans lequel elle est le moins développée. Alors il y a des raisons d'être attentif, mais en même temps, notre rapport, ici je peux le reprendre, notre rapport à l'alimentation, qui est un rapport culturalisé fortement, qui est un rapport socialisé, qui est un rapport, je disais, monoménage, mais quand même, quand on regarde les mecs qui se débrouillent pour bouffer ensemble, inviter les coupelles, tout ça. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui est important. Et comment je peux donner du conseil, faire de la santé publique, tout en préservant ces dimensions de sens, dimensions de culture, de lien avec la tradition, de lien avec une posture citoyenne, une posture politique. Oui, tout ça, c'est important. Merci de votre question. Est-ce que quelqu'un veut poser une des deux dernières questions pour qu'on soit à la famille? Je vais poser une question sur la montée de la chirurgie qu'on appelle bariatrique, parce qu'on est en train de faire un passage là depuis 5 ans. Nous-mêmes nous sommes confrontés et impuissants sur cette montée de la chirurgie bariatrique irréversible et qui pose problème même très jeune à l'adolescence. Pour tout le monde, la chirurgie bariatrique, c'est des formes de chirurgie pour aider les obèses à maigrir. Alors, il y a différentes manières de le faire. Pendant très longtemps, on a eu l'espoir pour l'obésité de pouvoir utiliser des médicaments. Il y avait 2 grands laboratoires qui avaient des molécules, Sanofi Aventis et Roche, qui ont travaillé pendant des années pour mettre au point des médicaments qui ont espéré aller pouvoir, avec des stratégies différentes, permettre d'affronter la question de l'obésité. Puis ces 2 médicaments ont été retirés du marché et les collègues qui travaillent à l'obésité, ils sont un peu démunis. Pendant très longtemps, entre les chirurgiens de l'obésité et
des spécialistes de l'obésité, il avait quand même une tendance un peu à se regarder en chaîne de faïence. Et le jour où il y a eu moins de stratégies thérapeutiques, on a vu des jeux d'alliance se renouveler, ou se nouer entre la chirurgie bariatrique et les spécialistes de l'obésité. Avec quand même, à mettre au crédit la chirurgie bariatrique, même si on n'a pas beaucoup de recul, un certain nombre d'effets assez spectaculaires, et là il y a quelqu'un qui est bien mieux placé que moi pour en parler, sur la question du diabète, on peut mettre au crédit quand même. Alors, moi j'ai vu beaucoup de gens qui critiquent en rabattre un peu en disant, bon, d'abord on n'a pas grand-chose comme solution, quand on est dans des situations d'obésité très sévères, et puis ça peut avoir des effets. Alors pour être franc, il se trouve que l'équipe dont je m'occupe travaille aussi avec la tutrice, les gens qui travaillent sur... On essaie, tu comprends, on aide à accompagner, voir comment les pratiques alimentaires se réorganisent, se transforment. On ne sait pas trop, hein, on a bien le nez. Et le propre de la médecine, parfois, et là il faut leur tirer le chapeau, hein, c'est que ils font avec les connaissances à date. Il y a de l'urgence à gérer, on sait pas tout. Et on fait le mieux possible. On fait le mieux possible. Alors, c'est pas ça que vous avez en tête. Une fois que j'ai dit ça, c'est autre chose que vous avez en tête, c'est une espèce de désir incroyable de vouloir être honnête. Est-ce que je cherche une photo? Je cherche une photo de... comment s'appelle la maîtresse président des États-Unis? Ben, je l'ai gagné. Bon. Alors, avant, notre Marilyn Monroe, merci. Bon. Et j'ai une belle photo, là vous voyez Marilyn Monroe de bain, et vous avez un modèle dont on voit un maillot de bain. Et là on est fasciné, on se dit, mais comment on a pu changer votre monde à ce point? Qu'est-ce qui a pu se passer? Et moi je travaille beaucoup sur l'image du corps. Il se trouve pour le ministère de la Santé, avec Marcel Dufault, on a présidé une commission sur l'image du corps et du comportement alimentaire. On a beaucoup travaillé avec les agences américaines, on a beaucoup travaillé avec les gens de la mode. Je peux vous assurer que ce n'était pas facile parce que Lazarfeld est arrivé, il est fait chier, tu sais quand, il a fait voilà, un personnage, hein. Et puis pour commencer à l'expliquer, à travailler, il a fallu des années, des mois. Regardez ce qui s'est passé dans la mode. En quelques années, il y a 15 ans, tous les mannequins étaient blonds, grands, maigres. Un peu brune éventuellement, à condition que la peau soit bien claire. Maintenant, vous avez les plaques, vous avez les asiatiques, vous avez une diversité chez les modèles. Ça a été réussi. Et l'idée qu'on essaie de promouvoir, c'est la diversité des formes. Christian Lacroix adhère complètement à cette clôture ces défilés de mode par des défilés de mannequins grande taille. Et je peux vous assurer, quand il y a des filles qui sont habillées comme un couturier, qu'elles sont grande taille, et bien elles sont belles. Alors je ne sais pas préparer la différence pour ça. Là, j'ai une photo. Mais si je suis grande taille et que je ne trouve rien pour me mettre dans les magasins, parce que les magasins, ça s'arrête à la taille 42. Alors, cette question-là fait qu'on a peu de solutions pour maigrir et qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre des choses pour maigrir vite. On pensait que les régimes hypertrophiques, c'était fini. Mais il y a des gens qui sont prêts, parce que ça marche à court terme, à faire ce genre de choses dont on sait qu'à 80% ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on reprend du poids, et parfois plus, mais des gens qui sont prêts à le faire pour pouvoir être maigre pendant quelques temps. Et pour pouvoir avoir une meilleure estime de soi, cette question est absolument incroyable. Et elle est absolument fascinante. Comment le corps a pu prendre une telle importance dans la représentation du soi? Mais vous êtes votre corps, probablement, sans doute un peu. Mais vous êtes tellement autre chose. Vous voulez faire un compliment à l'heure, une fille vous dit, j'en ai vu. Elle est heureuse. Et tout le registre des ravières a changé maintenant. Je dis aux filles, j'en ai vu. Et elles sautent de joie. Comme
si c'était la sainteté. C'est extraordinaire. Le ciel se vide, les corps se remplissent. Donc la chirurgie bariatrique, les chirurgiens sont soumis à une demande de plus en plus forte, à des gens qui sont dans des âges de plus en plus bas et à des poids de plus en plus faibles. Et c'est vrai que cette question se pose. Et je pense qu'elle se posera à la communauté scientifique. Comment la décision d'accepter d'opérer doit-elle se prendre? Alors, souvent, c'est bien, mais il faut réfléchir. Merci de votre attention à tous.